Un jeune garçon noir avec un seul repas, son unique repas pour toute la semaine. Un couple de personnes âgées bloquées sur une route départementale glaciale, blanc, tremblant, désemparés. Dans ce coin de Provence, les gens comme Léo Dubois étaient invisibles, ignorés, oubliés. 3 voitures avaient déjà dépassé le vieux couple. 3 voitures qui avaient ralenti, puis accéléré en voyant l'enfant noir s'approcher. Trop pauvre, trop sombre, trop risqué. Mais ce garçon de 11 ans ne calculait pas. Il n'hésita pas. Il marcha vers eux. Il n'avait rien. Juste une barquette de poulet rôti, son dîner, son petit déjeuner du lendemain, sa seule nourriture. Et il a tout donné à des étrangers. Ce que Léo ne savait pas, ce qu'il ne pouvait absolument pas savoir, c'était qui étaient vraiment ces 2 personnes âgées et ce qu'elles feraient pour lui dès le lendemain. Voici cette histoire. Mais d'abord, vous devez voir d'où venait Léo. Beaulieu, en Provence, un village que le monde avait oublié. Léo Dubois vivait dans une petite maison de campagne près des voies ferrées. La peinture bleue s'écaillait des murs. Les marches du porche grinçaient à chaque pas. Une cour avec un potager qui avait connu des jours meilleurs. À l'intérieur, la maison était propre, impeccable en fait, mais vide. Des meubles des décennies passées, des photographies décolorées au mur. Une photo se démarquait. Une jeune femme, belle et souriante, tenant un nouveau-né. C'était la mère de Léo, et ce bébé, c'était lui. Elle était morte il y a 2 ans. Un cancer, pas de mutuelle, pas d'argent pour le traitement. Elle s'était battue aussi longtemps qu'elle l'avait pu. Puis elle était partie. Maintenant, Léo vivait avec sa grand-mère, Monique Dubois, 68 ans, infirmière à la retraite, de l'arthrose aux 2 genoux, de l'hypertension, et pas assez d'argent pour acheter ses médicaments chaque mois. Il n'y avait aucune photo du père de Léo dans la maison. Pas une seule. Léo avait posé des questions à son sujet de nombreuses fois. La réponse était toujours la même. Ton père est parti quand tu avais 3 ans. Ne gaspille pas tes pensées pour quelqu'un qui ne voulait pas rester. Alors Léo a arrêté de demander. Mais tard le soir, quand la maison était silencieuse et que les TER passaient en grondant, il se demandait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ne voulait-il pas de moi? Des questions sans réponse. Chaque matin, Léo se réveillait à 5h30, avant sa grand-mère, avant le soleil. Il vérifiait d'abord le placard de la cuisine. Ce matin-là, comme la plupart des matins, il était presque vide. Une demi-boîte de flocons d'avoine, quelques boîtes de haricots, du pain qui commençait à moisir. Léo prépara des flocons d'avoine pour sa grand-mère. Il utilisa le dernier sucre roux. Tout pour elle. Son propre bol. Juste des flocons d'avoine et de l'eau. Pas de sucre, pas de lait. Il se disait que ça n'avait pas d'importance. Les genoux de sa grand-mère lui faisaient plus mal quand il faisait froid. Elle avait besoin de quelque chose de doux pour commencer sa journée. Avant de partir, Léo toucha le collier avec une croix en argent cachée sous sa chemise. Il appartenait à sa mère, la seule chose qui lui restait d'elle. « Maman, veille sur nous aujourd'hui », murmura-t-il. Puis il écrivit un mot sur le comptoir de la cuisine. Parti à l'école. Je t'aime, mamie. N'oublie pas tes médicaments. Le chemin de l'école faisait 2,5 km. Aucun car scolaire ne passait plus dans sa rue. Coupe budgétaire. Léo passait devant des maisons aux volets clos, devant l'église Saint-Martin avec une pancarte indiquant « Déjeuner gratuit chaque mercredi ». Il passait devant l'épicerie de quartier de Monsieur Pierre où le vieil homme lui faisait un signe de la main chaque matin. Aux voies ferrées, Léo comptait ses pas. 128, le même nombre chaque jour. Il comptait depuis l'âge de 7 ans. En chemin, il s'arrêta pour aider Madame Jeanne, une voisine âgée, à traîner sa poubelle jusqu'au trottoir. Elle n'avait pas demandé. Il l'a juste fait. « Léo, tu es un si bon garçon. Tiens, prends un biscuit. »« Non merci, madame. Gardez-le pour vos petits-enfants. » Il continua de marcher. Dépassant un groupe d'adolescents plus âgés qui lui causaient parfois des ennuis. Aujourd'hui, il l'ignorait. Léo respira un peu plus facilement. Près des voies, il trouva une canette de soda écrasée. Il la ramassa et la mit dans son sac à dos. Encore 20 canettes et il aurait 60 centimes. Chaque centime comptait.
Au collège Jean Moulin, Léo s'asseyait au premier rang, toujours préparé, toujours attentif. Sa professeure, Madame Valérie, rendit un contrôle d'histoire ce jour-là. Léo avait obtenu 19,5/20. Elle s'arrêta à son bureau, le regarda avec des yeux bienveillants. « Tu as un don, Léo. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. » « Merci, madame. Je veux vous rendre fier. » Au déjeuner, Léo passa par la ligne des repas gratuits à la cantine. Un petit sandwich jambon-fromage, une pomme et un berlingot de lait. C'était tout. Il mangea lentement, faisant durer chaque bouchée. Son ami Enzo était assis en face de lui, l'observant. « Yo, t'as même mangé le trognon de la pomme ?» Léo sourit. Plus de fibres. Enzo rit. Mais Léo ne plaisantait pas. Après l'école, Léo ne rentra pas chez lui. Il alla à la bibliothèque municipale. Le seul ordinateur en état de marche était dans le coin arrière. Il chercha des programmes de bourse. Bourse d'excellence, fondations diverses. Il nota les noms dans un petit carnet. Son billet de sortie. Son plan, obtenir son bac, décrocher une bourse, devenir médecin, prendre soin de sa grand-mère. Simple, clair, impossible pour la plupart des gens de son quartier. Mais Léo y croyait. À 16h30 cet après-midi-là, Léo quitta l'école et se dirigea vers l'église Saint-Martin. Chaque vendredi, il distribuait les restes de nourriture de la semaine. C'est ainsi que lui et sa grand-mère mangeaient le week-end. Mais Léo ne savait pas qu'aujourd'hui serait différent. Il ne savait pas qu'à 1,5 km de là, une berline Renault de couleur argentée était sur le point de tomber en panne. Il ne savait pas qu'un couple de personnes âgées allait être bloqué dans le froid. Il ne savait pas que tout était sur le point de changer. Route départementale 41, juste après l'ancienne station-service Total abandonnée. Le soleil se couchait rapidement, la température chutait, 11 degrés Celsius et s'abaissait encore. Jean Lefebvre était au volant. 74 ans, cheveux blancs, visage calme, mais des yeux inquiets. Sa femme Marie était assise à côté de lui. 71 ans, ancienne infirmière pédiatrique, 40 ans à soigner des enfants. Maintenant, c'était elle qui avait besoin d'aide. Il faisait un voyage sur la route, à l'ancienne. Pas de GPS, juste des cartes en papier et la route ouverte. Puis le moteur toussa. Le tableau de bord s'illumina de voyants d'avertissement. Jean se gara sur le bas-côté juste au moment où la voiture s'éteignit complètement. Il essaya de la redémarrer. Rien. Pas même un clic. Marie vérifia son téléphone. Pas de réseau. Jean vérifia le sien. Pareil. Jean, j'ai déjà les mains froides. Marie avait des problèmes de circulation. Par un temps pareil, ses doigts devenaient blancs, puis bleus, puis engourdis. Jean sortit et ouvrit le capot. Il fixa le moteur comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Il ne connaissait rien aux voitures. Un camion passa. Jean fit un signe de la main. Il ne s'arrêta pas. Une autre voiture. Même chose. Une troisième. Le conducteur ralentit, les regarda, puis accéléra. Les épaules de Jean s'affaissèrent. C'est à ça que ressemble le monde quand personne ne connaît ton nom, pensa-t-il. Dans sa poche, il sentit un porte-clés. Il le sortit sans réfléchir. Une vieille habitude, quelque chose qu'il faisait quand il était anxieux. Le porte-clés avait 2 lettres gravées dessus. ML. Mathieu Lefebvre, son fils, mort depuis 15 ans maintenant. Marie le vit le tenir. Ses yeux s'adoucirent d'un vieux chagrin. Aucun d'eux ne parla. Derrière eux, la station Total abandonnée se dressait comme un fantôme. Une enseigne délavée disait « Fermé ». Merci pour 43 ans de service. Un autre rappelle que cette communauté avait été laissée pour compte. À moins d'1 kilomètre de là, Léo Dubois prenait son raccourci habituel. Il portait une barquette en polystyrène. Encore chaude. Monsieur Pierre l'avait arrêté devant son épicerie. « Prends ça, mon garçon. J'en ai fait trop. Ne discute pas avec moi. » Léo avait essayé de refuser. Monsieur Pierre n'avait rien voulu entendre. À l'intérieur de la boîte, du poulet rôti, des haricots verts et une baguette.
Le repas le plus délicieux que Léo aurait de toute la semaine. Il prévoyait de le partager avec sa grand-mère. La moitié ce soir, la moitié demain. L'odeur s'échappait de la barquette. Son estomac gargouilla. Mais alors que Léo approchait du terrain de l'ancienne station-service, il s'arrêta. Quelque chose était différent. Une berline Renault argentée, capot ouvert. Un vieil homme faisant les 100 pas. Une vieille femme assise dans la voiture, les bras enroulés autour d'elle-même. Le premier instinct de Léo, continuer à marcher. Il commençait à faire nuit. Il ne connaissait pas ces gens. Et dans ce coin, un garçon noir s'approchant de la voiture d'un couple de blancs pouvait signifier des ennuis. Mais ensuite, il regarda de plus près. La vieille femme grelottait. Son souffle était visible dans l'air froid. Le vieil homme avait l'air perdu, vaincu. Une voix résonna dans la tête de Léo, la voix de sa mère. « Léo, tu ne peux pas tout réparer, mais tu peux réparer quelque chose. » Il pensa à sa grand-mère, comment elle partageait son thé avec les voisins même quand il n'avait rien. Il pensa à Madame Valérie. « Tu as un don, Léo. » Il regarda la nourriture dans ses mains, la seule chose de valeur qu'il possédait. Son estomac gargouilla de nouveau. Une autre voiture passa à côté du couple bloqué. Ne ralentit même pas. Léo regarda les épaules du vieil homme s'affaisser. Ce fut le moment décisif. Léo prit une profonde inspiration. Son estomac se tordit de faim et il commença à marcher vers eux. Il ne savait pas que dans 30 minutes, il donnerait tout ce qu'il avait. Il ne savait pas que ce vieil homme avait passé 15 ans à chercher quelqu'un exactement comme lui. Il ne savait pas que demain, toute sa vie changerait. Tout ce qu'il savait, c'était que deux personnes avaient besoin d'aide et qu'il pouvait faire quelque chose. Ses baskets usées crissaient sur le gravier alors qu'il traversait le parking. Le vieil homme se retourna. Pendant un instant, sa posture se raidit, défensive, méfiante. Puis il vit ce qui approchait. Un petit garçon noir, veste fine, vieux sac à dos tenu par des épingles à nourrice, tenant une barquette en polystyrène. Pas une menace, juste un enfant. Léo s'arrêta à quelques mètres. Il regarda le vieil homme dans les yeux. « Excusez-moi, monsieur. Est-ce que vous et votre femme allez bien ?» Jean Lefebvre regarda le garçon qui se tenait devant lui. Veste déchirée, pas de fermeture éclair, sac à dos tenu par des épingles à nourrice. Et pourtant, cet enfant demandait s'ils allaient bien. « Problème de voiture, dit Jean, sa voix sur la défensive. « Nous allons bien, nous attendons de l'aide. » Léo regarda autour de lui. Pas d'autre voiture, pas de maison, pas de lumière à part le soleil couchant. « Avez-vous pu appeler quelqu'un, monsieur ?» Jean hésita. Pas de réseau. Léo hocha lentement la tête. Il réfléchissait. La portière de la voiture s'ouvrit. Marie sortit, grelottant visiblement. Ses lèvres avaient une légère teinte bleutée. Elle regarda Léo et quelque chose dans son expression changea immédiatement. 40 ans à travailler avec des enfants. Elle reconnaissait un bon gamin quand elle en voyait un. « Bonjour, dit-elle chaleureusement, malgré le froid. « Comment t'appelles-tu » ? « Léo, madame. »« Léo Dubois. » Elle sourit. « C'est un très joli nom. » Léo remarqua ses mains qui tremblaient. Son pull fin n'était pas suffisant pour ce temps. « Madame, vous devriez retourner dans la voiture. Je vais trouver une solution. » Marie et Jean échangèrent un regard. Cet enfant, ce pauvre enfant visiblement affamé, essayait de prendre soin d'eux. Léo se dirigea vers le bord de la route, regarda dans les deux directions, vide. Puis il se souvint que la ferme de Monsieur André était à environ 2,5 km à l'est. Monsieur André avait un camion et un téléphone. Léo se retourna vers le couple. « Monsieur, il y a une ferme à environ 2,5 km par là. Monsieur André a un camion et un téléphone. Je peux y courir et être de retour en 20 minutes. » Jean secoua la tête. « Mon garçon, il commence à faire nuit. Tu ne devrais pas. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, votre femme a froid et je cours vite. » Jean fixa le garçon. Qui était cet enfant? Mais Léo n'avait pas fini. Il baissa les yeux sur la barquette en polystyrène dans ses mains. L'odeur de poulet rôti emplit l'air froid.
Son estomac cria. Il ouvrit la boîte. Du poulet rôti doré, des haricots verts fumants, une baguette chaude. Les yeux de Marie s'écarquillèrent. Jean resta figé. Léo tendit la boîte à Marie. « Madame, c'est encore chaud. S'il vous plaît, mangez. Ça vous aidera à vous réchauffer. » « Oh, mon chéri, je ne peux pas prendre ta nourriture. J'ai déjà mangé, madame. » Un mensonge. Son estomac se serra. Marie regarda le visage du garçon, ses joues creuses, la faim dans ses yeux qu'il essayait si fort de cacher. Elle savait qu'il mentait. Mais elle vit aussi autre chose, quelque chose de rare. Cet enfant donnait son unique repas à des étrangers. Sans hésitation. Jean observa l'échange. Quelque chose changea sur son visage. Sa posture défensive fondit. « Merci, Léo, » dit doucement Marie en acceptant la barquette. Léo hocha la tête. Puis il se retourna et commença à courir. Ses baskets usées martelaient l'asphalte froid. Son sac à dos rebondissait à chaque foulée. L'obscurité avala la route devant lui. Mais il continua de courir. De retour à la voiture, Marie ouvrit la barquette. Le poulet était encore chaud, parfaitement assaisonné. Elle prit une petite bouchée, ferma les yeux. « Jean, c'est délicieux. Ce garçon nous a donné son dîner. » Jean ne répondit pas. Il fixait la direction où Léo avait disparu. « Tu as vu sa veste » dit Jean doucement. Elle n'a même pas de fermeture éclair. J'ai vu. Il a menti en disant qu'il avait mangé. Son estomac gargouillait. Marie tendit la main et prit celle de Jean. Il sortit à nouveau le porte-clés. Les lettres ML scintillaient dans la lumière déclinante. Mathieu aurait fait la même chose, murmura Jean. Je sais, dit Marie. Ils restèrent assis en silence, se souvenant de leur fils et pensant au jeune garçon noir qui venait de courir dans l'obscurité pour sauver deux étrangers. 22 minutes plus tard, des phares apparurent. Un vieux pick-up Citroën C25 entra bruyamment dans le parking. Monsieur André, un agriculteur blanc d'une soixantaine d'années, en sortit. Léo était sur le siège passager, respirant fort mais souriant. « C'est vous les gens avec la voiture en panne » demanda monsieur André. « C'est nous, » dit Jean. Ce garçon a couru presque 3 kilomètres dans le noir pour venir me chercher. Il m'a presque fait faire une crise cardiaque en frappant à ma porte. Léo sortit du camion, embarrassé. J'ai frappé normalement, monsieur André. Mon garçon, tu as frappé comme si la police venait arrêter quelqu'un. Monsieur André brancha les câbles de démarrage. La berline vrombit et reprit vie. Jean attrapa son portefeuille, en sortit plusieurs billets, au moins 500 € visibles. S'il vous plaît, laissez-moi vous payer pour votre dérangement. Monsieur André le repoussa d'un geste de la main. Ne me remerciez pas. Remerciez le garçon. C'est lui qui est venu en courant. Jean se tourna vers Léo. Mon garçon, laisse-moi te donner quelque chose pour ce que tu as fait. Léo recula, secoua la tête. Non merci, monsieur. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Alors au moins laisse-moi. Monsieur, ma maman m'a appris que la gentillesse n'est pas quelque chose que l'on vend. C'est quelque chose que l'on donne. Je suis juste content que vous et votre femme alliez bien. Jean resta sans voix. En 74 ans, il avait rencontré des milliers de personnes, des dirigeants, des politiciens, des milliardaires, des gens qui feraient n'importe quoi pour de l'argent. Et voici un garçon de 11 ans, pauvre, affamé, donnant son seul repas et refusant d'être payé. Jean regarda Léo, le regarda vraiment, et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans. L'espoir. 15 ans, pensa-t-il. 15 ans que je cherche quelqu'un comme Mathieu. Et ce soir, sur cette route froide et sombre. Marie s'approcha de Léo. Elle s'agenouilla à sa hauteur. Léo, peux-tu me dire où tu habites ? J'aimerais remercier ta famille comme il se doit. Léo hésita, puis hocha la tête. Il leur donna son adresse. Marie sourit et lui toucha doucement la joue. Tu es un jeune homme spécial, Léo Dubois. Ne l'oublie jamais. Léo ne sut quoi dire. Personne ne l'avait appelé spécial depuis longtemps. Merci, madame.
Rentrez bien. Il regarda la berline argentée s'éloigner dans l'obscurité. Puis il se retourna et commença à rentrer chez lui, affamé, frigorifié, mais étrangement comblé. Le chemin du retour parut plus long que d'habitude. La température était descendue en dessous de 6 degrés Celsius. La fine veste de Léo ne faisait rien contre le vent. Il fourra ses mains dans ses poches et continua d'avancer. Son estomac gargouilla si fort qu'il en rit. « Tais-toi, lui dit-il. Demain. » Mais même en marchant, Léo ressentit quelque chose d'étrange. La paix. Il pensa au vieux couple, aux yeux bienveillants de la femme, au visage de l'homme passant de la méfiance à autre chose, quelque chose de doux. Il se demanda d'où ils venaient, pourquoi ils étaient sur cette route. Il espérait qu'ils étaient rentrés en toute sécurité. Quand Léo arriva chez lui, sa grand-mère était assise sur le porche, enveloppée dans une couverture, se balançant lentement dans son fauteuil. Dès qu'elle le vit, le soulagement inonda son visage. « Seigneur, mon enfant, j'étais morte d'inquiétude. Il fait nuit dehors. Où est la nourriture de l'église ?» Léo se tint au bas des marches du porche. Il ne voulait pas mentir, mais il ne voulait pas non plus qu'elle s'inquiète. « Je l'ai donnée à quelqu'un qui en avait plus besoin que nous, mamie. » Monique étudia le visage de son petit-fils, ses joues creuses, ses yeux fatigués, ses mains vides. Son expression changea. La fierté mêlée de chagrin. « Viens ici, mon bébé. » Elle le serra fort dans ses bras, le garda un long moment. « Ta maman serait si fière, Léo. » Fière comme le lever du soleil. Léo sentit ses yeux le piquer. Il cligna pour chasser les larmes. À l'intérieur, ils mangèrent ce qui restait dans le placard. Des haricots en conserve, du pain rassis, de l'eau du robinet. Mamie Monique fit en sorte que cela ressemble à un festin. Elle dit le Bénédicité, remerciant Dieu pour un autre jour et une autre chance de faire le bien. Léo la regarda manger, remarqua comment elle prenait de plus petites bouchées que d'habitude, lui en laissant plus. Il ne dit rien, mais il vit. « Tu as donné ta nourriture à des étrangers ?» demanda Monique entre deux bouchées. « Oui, mamie. » Un vieux couple. Leur voiture était en panne. La dame grelottait. Monique hocha lentement la tête. « Ta maman t'a bien élevé, Léo. Même du ciel, elle continue de t'élever. » La gorge de Léo se serra. Il baissa les yeux sur son assiette. « J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait, mamie. » Monique tendit la main à travers la petite table et prit la sienne. « Mon bébé, tu fais toujours ce qu'il faut. » Cette nuit-là, Léo était allongé sur son matelas par terre, fixant le plafond, affamé, mais calme. Il toucha le collier avec la croix en argent sous sa chemise. « Maman, murmura-t-il. J'espère que tu as vu. J'espère que je t'ai rendu fier. » Puis il ferma les yeux et s'endormit. Léo ne savait pas qu'au même moment, à 80 km de là, Jean Lefebvre était bien réveillé, assis dans une chambre d'hôtel, ordinateur portable ouvert, téléphone collé à l'oreille. « Sandrine, j'ai besoin que vous fassiez des recherches sur quelqu'un pour moi. Un garçon nommé Léo Dubois, à Beaulieu, en Provence. Ce soir. » Sa femme Marie était assise à proximité, tenant toujours la barquette en polystyrène vide. Elle ne l'avait pas posée depuis leur arrivée. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda Jean après un long silence. Il écouta. Son visage devint plus sérieux à chaque mot. « Mère décédée. Cancer. Il y a 2 ans. Père a abandonné la famille. Vit avec sa grand-mère âgée, problème de santé chronique, pas de mutuelle, premier de sa classe, programme de repas gratuit. » Jean ferma les yeux. « Sandrine, je veux un rapport complet d'ici demain matin. » Il raccrocha, regarda sa femme. « Ce garçon est exactement celui que je pensais qu'il était, » dit Jean doucement. Marie hocha la tête. « Il est comme Mathieu. » Jean regarda par la fenêtre la nuit noire de Provence. 15 ans, Marie. 15 ans que je cherche quelqu'un comme notre fils. Quelqu'un qui donne sans rien attendre en retour. Il fit une pause. Et ce soir, sur une route départementale glaciale, un jeune garçon noir affamé nous a donné son seul repas et a refusé notre argent. Marie s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»
Les yeux de Jean étaient humides, mais sa voix était ferme. Demain, nous allons changer la vie de ce garçon. Le lendemain matin, Léo remarqua quelque chose d'étrange. Un SUV Peugeot noir était garé au bout de la rue. Vitre teintée. Il n'était pas là hier. Il l'observa un moment. Personne ne sortit. Probablement perdu, pensa-t-il. Au petit déjeuner, Mamie Monique mentionna quelque chose de bizarre. Quelqu'un a appelé ce matin pour poser des questions sur toi. Léo leva les yeux de ses flocons d'avoine. Qui? Ils n'ont pas dit. Ils ont demandé où tu allais à l'école, quelle était notre situation. Je ne leur ai rien dit. Léo pensa au vieux couple de la nuit dernière. Pourrait-il être lié? Il écarta cette pensée. Probablement une coïncidence. Il alla à l'école, rentra tôt. Le SUV était toujours là. À 16h cet après-midi-là, Léo était assis à la table de la cuisine, faisant ses devoirs. Mamie Monique somnolait dans son fauteuil près de la fenêtre. Puis on frappa. Toc, toc, toc. Léo sursauta. Le coup était ferme, poli, mais délibéré. Mamie Monique se réveilla. Qui est-ce, mon bébé? Je ne sais pas, mamie. Léo se dirigea vers la porte. Son cœur battait la chamade. Il regarda par le judas. Une femme blanche, la cinquantaine, tailleur professionnel, se tenant droite. Derrière elle, le SUV Peugeot noir. Léo prit une profonde inspiration, ouvrit la porte. La femme le regarda avec des yeux chaleureux. Léo Dubois. Oui, madame. Mon nom est Sandrine Moreau. Je suis la directrice exécutive de l'initiative de la seconde chance. Léo n'avait jamais entendu ce nom auparavant. Sandrine continua, je suis ici parce qu'un couple très spécial veut vous remercier. Le couple dont la voiture est tombée en panne hier soir sur la route départementale 41. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Le vieil homme et la vieille femme. C'est exact. Mamie Monique apparut derrière Léo. Ses yeux étaient méfiants, protecteurs. Qui êtes-vous? Que voulez-vous à mon petit-fils? Sandrine se tourna vers elle avec un doux sourire. Madame, je suis ici pour changer la vie de votre petit-fils pour le mieux. Puis-je entrer? Monique regarda Sandrine, puis le SUV, puis de nouveau cette étrangère bien habillée sur son Porsche délabré. Quelque chose dans les yeux de Sandrine semblait sincère. Monique hocha lentement la tête. Très bien, entrez. La porte s'ouvrit plus grand. Sandrine entra. Léo la regarda observer le petit salon. Les vieux meubles, les photos décolorées, les espaces vides. Les yeux de Sandrine s'arrêtèrent sur la photographie de la mère de Léo. Puis elle se tourna vers Léo. Léo, sais-tu qui sont vraiment les personnes que tu as aidées hier soir? Léo secoua la tête. Sandrine sourit. Alors laissez-moi vous le dire, parce que ce que je vais dire va tout changer. Sandrine s'assit à la table de la cuisine. Elle fit signe à Léo et Monique de la rejoindre. Léo, le couple que tu as aidé hier soir. Leurs noms sont Jean et Marie Lefebvre. Elle fit une pause. Laissa le nom flotter dans l'air. La main de Mamie Monique vola à sa poitrine. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Léo regarda sa grand-mère, confus. Mamie, tu les connais? Monique ne pouvait pas parler. Ses yeux se remplissaient de larmes. Sandrine continua, Jean Lefebvre a fondé Lefebvre Capital Partenaire en 1979. À son apogée, la société gérait plus de 30 milliards d'euros. Monsieur Lefebvre est l'un des hommes les plus riches de France, peut-être de toute l'Europe. Léo sentit la pièce tourner. 30 milliards. C'est exact. Léo pensa à la nuit dernière. Le vieil homme en pantalon de toile. La vieille femme grelottant dans la voiture. Le poulet rôti. C'est un milliardaire et je lui ai donné ma nourriture. Oui, dit Sandrine. Et c'est exactement pourquoi je suis ici. Elle sortit un dossier de son sac. Des documents officiels. Un logo en haut. L'initiative de la seconde chance. Il y a 15 ans, Monsieur Lefebvre a perdu son fils unique, Mathieu. Il est mort d'une malformation cardiaque congénitale à 28 ans.
La voix de Sandrine s'adoucit. Mathieu était un jeune homme remarquable. Il était bénévole dans des orphelinats, donnait de l'argent aux sans-abri. Il sautait le déjeuner pour donner sa nourriture à des camarades de classe qui en avaient moins. Léo écoutait. Quelque chose dans cette histoire lui semblait familier. Après la mort de Mathieu, Monsieur Lefebvre a créé l'initiative de la seconde chance. Le but était simple. Trouver des jeunes qui incarnaient l'esprit de Mathieu. Des gens qui donnent sans rien attendre en retour. Sandrine regarda directement Léo. En 15 ans, Monsieur Lefebvre a rencontré des centaines de candidats, mais il n'a jamais personnellement sélectionné quelqu'un pour l'initiative. Elle fit une pause. Jusqu'à hier soir. Jusqu'à toi. Léo ne pouvait plus respirer. Moi? Oui, Léo. Toi. Sandrine sortit une note manuscrite du dossier. Monsieur Lefebvre m'a demandé de vous lire ceci. Elle commença. Léo, hier soir, tu as donné ton unique repas à 2 étrangers. Tu as couru près de 3 kilomètres dans le noir pour trouver de l'aide. Puis tu as refusé d'être payé parce que tu croyais que la gentillesse n'est pas à vendre. La voix de Sandrine vacilla légèrement. Mon fils Mathieu était pareil. Pendant 15 ans, j'ai cherché quelqu'un comme lui. Quelqu'un qui donne sans compter. Hier soir, sur une route départementale glaciale, j'ai trouvé cette personne. Toi, Léo. Je t'ai trouvé. Mamie Monique sanglotait doucement. Léo sentit des larmes couler sur son propre visage. Mais, dit Sandrine, avant de vous dire ce que Monsieur Lefebvre veut faire pour vous, il a une question. Léo essuya ses yeux. Quelle question? Sandrine sourit. Si vous aviez 1 million d'euros, sans condition, qu'en feriez-vous? La pièce devint silencieuse. Mamie Monique regarda Léo. Sandrine attendait. Léo aurait pu dire n'importe quoi. Une nouvelle maison, une voiture. Voyager à travers le monde. Mais il pensa à sa rue, à l'église au toit qui fuyait, à l'épicerie de Monsieur Pierre qui était sur le point de fermer, à la bibliothèque de l'école sans livres. Il pensa à sa grand-mère et à ses médicaments. Il pensa à Enzo, à Madame Jeanne, à tous les gens qui n'avaient rien. Je réparerai cette communauté, dit Léo lentement. L'église a besoin d'un nouveau toit. L'épicerie de Monsieur Pierre a besoin de nouvel équipement. La bibliothèque de l'école a besoin de livres. Il fit une pause. Et je m'assurerai que ma grand-mère a ses médicaments chaque mois, quoi qu'il arrive. Il regarda Sandrine. J'aiderai les gens qui m'ont aidé. Le sourire de Sandrine s'élargit. Ses yeux brillaient. Ça, dit-elle, c'est exactement ce que Mathieu aurait dit. Elle se leva. Et ça, Léo, c'est exactement ce que Monsieur Lefebvre espérait que vous diriez. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Jean Lefebvre entra. Le même homme que la nuit dernière. Mais maintenant, Léo le voyait différemment. Ce n'était pas juste un vieil homme en pantalon de toile. C'était un homme qui pouvait acheter toute la ville sans y penser à 2 fois. Et il était venu ici, dans cette minuscule maison, pour voir Léo. Jean se dirigea droit vers le garçon. Pas de poignée de main, pas de bavardage. Il s'agenouilla. Un milliardaire de 74 ans à genoux devant un garçon noir de 11 ans. Léo, dit Jean, sa voix tremblante. Hier soir, tu m'as donné ton unique repas. Tu as couru dans l'obscurité pour sauver des étrangers. Tu as refusé de l'argent parce que tu croyais que la gentillesse n'est pas à vendre. Les yeux de Jean étaient humides. Mon fils était comme toi, et j'ai passé 15 ans à chercher quelqu'un comme lui. Il posa sa main sur l'épaule de Léo. Merci, Léo. Merci de m'avoir rappelé que l'esprit de Mathieu est toujours vivant chez des gens comme toi. Léo ne put plus se retenir. Pour la première fois en 2 ans, depuis la mort de sa mère, il pleura. Pas de tristesse, mais d'être vu, d'être valorisé, d'être aimé. Mamie Monique l'enlaça. Jean posa son autre main sur son épaule. 3 générations, 3 étrangers, debout dans un minuscule salon, connectés par la gentillesse. Sandrine essuya ses yeux et parla. Léo, Monsieur Lefebvre aimerait vous dire ce qu'il est prêt à offrir, à vous, à votre grand-mère et à toute cette communauté. Léo leva les yeux, pleurant toujours, tremblant toujours.
Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentit l'espoir. Sandrine sortit d'autres documents de son dossier, du papier à en-tête officiel, des signatures légales, le poids de vraies promesses. Léo, la Fondation Lefebvre aimerait vous offrir ce qui suit. Léo retint son souffle. Premièrement, pour vous personnellement, lut Sandrine sur le document. Une bourse complète pour n'importe quelle université de votre choix. Licence et master. Frais de scolarité, logement, nourriture, livres et frais de subsistance entièrement couverts. Aucun remboursement requis, jamais. La bouche de Léo s'ouvrit en grand. De plus, nous établirons un fonds en fiducie à votre nom. 50 000 € gérés jusqu'à vos 18 ans. Ensuite, c'est à vous. Mamie Monique s'agrippa au bord de la table. Ses genoux étaient faibles. Sandrine continua. Deuxièmement, pour votre grand-mère. Elle se tourna vers Monique avec des yeux doux. Madame Dubois, nous comprenons que vous gérez des problèmes de santé chronique sans soutien adéquat. Cela se termine aujourd'hui. La main de Monique couvrit sa bouche. Couverture médicale complète, spécialiste, médicaments, soins à domicile si nécessaire, tout. Couvert à vie. Des larmes coulaient sur les joues ridées de Monique. Troisièmement, pour cette maison, Sandrine fit un geste vers le petit salon. La fondation achètera cette propriété et financera des rénovations complètes. Nouveau toit, nouvelle plomberie, nouvelle électricité, isolation, climatisation, tout ce dont cette maison a besoin. Elle regarda Léo et sa grand-mère. Vous n'aurez plus jamais à vous soucier de voir cette maison tomber en ruine. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit des pleurs. Mais Sandrine n'avait pas fini. Enfin, et c'est la partie qui excite le plus Monsieur Lefebvre, pour la communauté. Elle sortit un autre document. L'initiative de la seconde chance établira un programme permanent ici à Beaulieu. Nous nous engageons à verser 5 millions d'euros sur 5 ans. Léo la fixa. 5 millions? Oui, 5 millions d'euros pour l'éducation, le soutien aux petites entreprises, les soins de santé, les infrastructures. Sandrine montra la fenêtre. L'église Saint-Martin qui a besoin d'un nouveau toit. Nous le réparons. L'épicerie de Monsieur Pierre. Nous l'aiderons à tout moderniser. Le collège Jean Moulin. Nous financerons un nouveau laboratoire de sciences et technologies et fournirons 300 nouveaux livres à la bibliothèque. Elle sourit à Léo. Tout ça, Léo. Grâce à toi. Parce que tu as montré à Monsieur Lefebvre que cette communauté méritait une seconde chance. Léo ne pouvait pas y croire. Son cerveau était surchargé. Mais je leur ai juste donné du poulet. Jean, qui se tenait tranquillement près de la porte, s'avança. Non, Léo. Tu nous as donné quelque chose qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Il s'agenouilla à nouveau pour rencontrer les yeux de Léo. Il y a 15 ans, j'ai perdu mon fils. Après la mort de Mathieu, je pensais que ce genre de bonté pure avait disparu du monde. Que les gens ne se souciaient que d'eux-mêmes. La voix de Jean se brisa. Puis hier soir, un jeune garçon noir affamé sur une route départementale glaciale a donné son unique repas à 2 étrangers et a refusé d'être payé parce que sa mère lui a appris que la gentillesse n'est pas à vendre. Jean posa ses 2 mains sur les épaules de Léo. Tu ne nous as pas seulement aidés, Léo. Tu as restauré ma foi en l'humanité. Ça vaut plus que tout l'argent que j'ai. Léo regarda cet homme, ce milliardaire à genoux, en larmes. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Jean sourit à travers ses larmes. Tu n'as rien à dire. Promets-moi juste une chose. Quoi donc? Ne change jamais. Ne cesse jamais d'être exactement qui tu es. Léo hocha la tête. Je le promets. Jean se leva et tendit la main. Léo la serra. Pendant un instant, la distance entre eux, milliardaire et enfant pauvre, blanc et noir, vieux et jeune, disparut complètement. Il n'était que 2 personnes qui croyaient en la gentillesse. Sandrine se racla doucement la gorge. Il y a une dernière chose. Monsieur Lefebvre aimerait faire une annonce publique le mois prochain à la mairie. Il veut que le monde entier sache qui vous êtes, Léo, ce que vous avez fait et ce que cette fondation fera pour Beaulieu. Léo se sentit mal à l'aise. Je n'ai pas besoin que les gens le sachent. Jean hocha la tête avec approbation. Je sais que non,
et c'est exactement pourquoi tu devrais les laisser faire. Il passa son bras autour de Léo. Le monde a besoin de voir que la bonté existe toujours. Qu'un garçon qui n'a rien peut enseigner à un homme qui a tout. Ton histoire inspirera les autres, Léo. Plus que tu ne peux l'imaginer. Léo regarda sa grand-mère. Elle pleurait toujours mais souriait maintenant aussi. Qu'en penses-tu, mamie? Monique essuya ses yeux, prit une profonde inspiration. Je pense que ta maman regarde depuis le ciel en ce moment, et elle sourit plus grand qu'elle n'a jamais souri. Léo sentit la croix en argent sous sa chemise. D'accord, dit-il doucement. Je le ferai. Jean sourit. Sandrine prit une note dans son dossier. Alors c'est réglé, dit Jean. Dans un mois, nous annonçons tout. Et Léo, à partir de ce jour, ta vie ne sera plus jamais la même. Léo hocha la tête. Il n'arrivait toujours pas à y croire. Un repas, une nuit froide, un choix, et tout avait changé. 3 jours plus tard, tout semblait parfait. Léo et sa grand-mère travaillaient avec Sandrine sur la paperasse. La fondation avait déjà envoyé des entrepreneurs pour évaluer la maison. Un rendez-vous chez le médecin pour mamie Monique était prévu. C'était comme un rêve, mais tout le monde n'était pas content. Cet après-midi-là, Léo était à l'école. Mamie Monique était seule à la maison. Une Mercedes noire s'arrêta devant la maison, différente du SUV. Un homme en sortit. Fin de la trentaine, costume cher, cheveux gominés, yeux froids. Il monta les marches grinçantes du porche et frappa. Monique ouvrit la porte. Madame Dubois? Je suis Antoine Lefebvre, le neveu de Jean Lefebvre. Monique sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps. Que puis-je faire pour vous? Antoine n'attendit pas d'invitation. Il entra, regarda le petit salon avec un dégoût visible. Je vais être direct, Madame Dubois. Mon oncle est un homme bon, trop bon, mais il a 74 ans. Parfois, il prend des décisions qui ne sont pas judicieuses. Monique se redressa. Je ne comprends pas. Antoine se tourna vers elle. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. La famille Lefebvre a des avocats, beaucoup d'avocats, et s'il y a la moindre preuve que quelqu'un profite de la générosité d'un homme âgé, nous agirons. Le sang de Monique se glaça. Nous ne profitons de personne. Peut-être pas, mais les apparences comptent, n'est-ce pas? Antoine sortit une enveloppe de sa veste. Il la posa sur la table. 50 000 € en espèces. Signez ce papier acceptant de refuser tout contact futur avec mon oncle et c'est à vous. Pas de complications, pas d'avocat. Monique regarda l'enveloppe, puis Antoine. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de colère. Sortez de ma maison. Le sourire d'Antoine s'effaça. Vous avez 48 heures pour y réfléchir. Après ça, les choses deviendront beaucoup plus compliquées. Il ajusta sa cravate et sortit. La Mercedes s'éloigna. Quand Léo rentra, il trouva sa grand-mère assise dans son fauteuil, tremblante, l'enveloppe d'argent toujours sur la table. Mamie, que s'est-il passé? Elle lui raconta tout. Léo regarda l'argent. 50 000 €, plus que sa famille n'en avait jamais vu. Mais il n'y toucha pas. Mamie, il essaie de nous faire peur. Je sais, mon bébé, mais j'ai peur. Je ne veux pas de problème. Monsieur, j'en ai pas comme ça. J'ai vu comment il me regardait. Il ne se fait pas avoir. Il sait ce qu'il fait. Les yeux de Monique se remplirent de larmes. Mais s'ils nous poursuivent en justice? Nous n'avons pas les moyens de payer des avocats. Léo resta silencieux un moment, puis il se leva. J'appelle Sandrine. Il trouva la carte de visite que Sandrine avait laissée, composa le numéro. Madame Moreau? C'est Léo Dubois. Il s'est passé quelque chose. Quelqu'un est venu chez nous. Il expliqua tout. Antoine, les menaces, l'argent. Sandrine écouta. Sa voix se durcit à chaque détail. Léo. Antoine n'a aucune autorité. Monsieur Lefebvre est tout à fait sain d'esprit et a le plein contrôle de son argent. Antoine a déjà fait ça. Essayez d'intimider des gens que Monsieur Lefebvre veut aider. Que pouvons-nous faire? Ne vous inquiétez pas.
Monsieur Lefebvre est déjà au courant et il est en route. Léo raccrocha, regarda sa grand-mère. Elle a dit que Monsieur Jean est au courant. Il arrive. Monique hocha lentement la tête, mais l'inquiétude assombrissait toujours ses yeux. J'espère qu'elle a raison, mon bébé. J'espère qu'elle a raison. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit bien. Antoine avait planté une graine de peur, mais Léo refusa de la laisser grandir. Parce qu'il se souvenait de ce que sa mère lui avait appris. Avoir peur ne signifie pas que tu n'agis pas. Cela signifie que ce que tu fais est important. Demain, il affronterait Antoine, et il ne reculerait pas. Le lendemain, Jean arriva à la maison des Dubois, mais il n'était pas seul. Sandrine était avec lui, ainsi qu'un homme en costume portant une mallette. Un avocat. Antoine était là aussi. Il était revenu, confiant que ses menaces avaient fonctionné. Il avait tort. Antoine. La voix de Jean était glaciale. Tu es venu dans cette maison. Tu as menacé une femme âgée. Tu as essayé de soudoyer un enfant. L'expression suffisante d'Antoine vacilla. Oncle Jean, je ne faisais que protéger. Silence. La bouche d'Antoine se referma d'un coup sec. Jean s'approcha de son neveu. Tu ne protégeais personne. Tu protégeais ton héritage, l'argent auquel tu penses avoir droit. Le visage d'Antoine devint pâle. Jean continua. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? Pensais-tu que je ne savais pas pour les autres familles que tu as intimidées au fil des ans? La pièce était d'un silence de mort. Je suis resté silencieux parce que tu es de la famille, mais aujourd'hui, tu es allé trop loin. Jean se redressa. À compter de ce jour, tu es renvoyé du conseil d'administration de l'initiative. Tu n'auras plus voix au chapitre dans les décisions de la fondation. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Tu ne peux pas. Je viens de le faire. Et si tu continues à harceler cette famille ou qui que ce soit d'autre, je réviserai entièrement mon testament. Compris? Antoine regarda autour de lui. Jean, Sandrine, l'avocat, Monique, Léo. Personne n'était de son côté. Il se tourna vers Léo. Sa voix était amère. Tu crois que tu as gagné, gamin? Léo tint bon, regarda Antoine droit dans les yeux. Je n'essayais pas de gagner quoi que ce soit. J'essayais juste de m'assurer que personne n'intimide ma grand-mère. Quelque chose dans l'expression d'Antoine se brisa. Il attrapa l'enveloppe d'argent sur la table et sortit sans un mot de plus. La porte claqua derrière lui. La Mercedes s'éloigna. Et c'était fini. Monique s'effondra dans sa chaise, pleurant de soulagement. Je suis tellement désolé, monsieur Lefebvre. J'ai failli le croire. Jean s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. Vous n'avez pas à vous excuser. Antoine est doué pour la manipulation, mais il ne vous dérangera plus. Il regarda Léo. Tu lui as tenu tête. Tu n'as pas eu peur. Léo haussa les épaules. J'avais peur. Mais ma maman m'a appris qu'avoir peur ne signifie pas qu'on n'agit pas. Ça veut dire qu'on fait quelque chose qui compte. Jean sourit. Un vrai sourire, chaleureux et plein. Mathieu disait la même chose. Il posa sa main sur l'épaule de Léo. Tu es encore plus remarquable que je ne le pensais, Léo Dubois. Et maintenant, avec Antoine hors du chemin, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte. Il regarda Sandrine. Allons de l'avant. L'annonce, les bourses, l'investissement communautaire, tout. Sandrine hocha la tête. Déjà en cours, monsieur. Jean se retourna vers Léo et Monique. À partir d'aujourd'hui, plus d'interruptions, plus de menaces, juste du changement. Du vrai changement. Il tendit la main à Léo. Partenaire? Léo la serra fermement. Partenaire. Un mois plus tard, l'annonce eut lieu. La mairie était bondée. Caméras de télévision locale, journalistes nationaux, tout le monde voulait entendre l'histoire. Jean Lefebvre se tenait au pupitre, sa première apparition publique en 15 ans. Aujourd'hui, j'annonce la création du programme d'investissement communautaire de Beaulieu, un engagement de 5 millions d'euros sur 5 ans, le public murmura. Mais ce programme n'était pas mon idée. Il a été inspiré par quelqu'un d'autre.
Jean se tourna et fit un geste vers le côté de la scène. Un garçon nommé Léo Dubois, 11 ans. Il m'a appris quelque chose que j'avais oublié. Léo sortit, timide dans sa nouvelle chemise. La foule applaudit. Il y a un mois, ma femme et moi sommes tombés en panne sur la route départementale 41. Nous étions bloqués, frigorifiés, désemparés. 3 voitures sont passées sans s'arrêter. La voix de Jean s'épaissit d'émotion. Puis Léo est apparu. Un jeune garçon noir pauvre avec rien d'autre qu'une barquette de poulet rôti. Il nous a donné son unique repas. Il a couru 3 kilomètres dans l'obscurité pour trouver de l'aide. Et quand j'ai essayé de le payer, il a refusé. Jean regarda Léo. Il m'a dit que sa mère lui avait appris que la gentillesse n'est pas quelque chose que l'on vend, c'est quelque chose que l'on donne. La salle était silencieuse. Cette nuit-là, Léo Dubois m'a rappelé pourquoi j'ai créé l'initiative de la seconde chance, pour trouver des gens comme mon fils, Mathieu, des gens qui donnent sans compter. Jean essuya ses yeux. Et donc aujourd'hui, en partenariat avec Léo et cette communauté, nous commençons quelque chose de nouveau. Un journaliste leva la main. Léo, qu'est-ce que ça fait? Léo se pencha vers le micro. J'ai juste donné du poulet. Je n'aurais jamais pensé que ça deviendrait tout ça. La salle rit, puis applaudit. Les gros titres s'écrivirent d'eux-mêmes. Un garçon de 11 ans donne son unique repas, déclenche un investissement communautaire de 5 millions d'euros. L'histoire devint virale, mais l'impact réel fut local. Le collège Jean Moulin reçut un nouveau laboratoire de sciences et technologies, 300 nouveaux livres pour la bibliothèque, une plaque de bronze à l'entrée, la bibliothèque mémoriale Mathieu Lefebvre. Madame Valérie pleura en la voyant. J'ai toujours su que tu changerais les choses, Léo. L'épicerie de Monsieur Pierre reçut de nouveaux équipements, de nouveaux réfrigérateurs, une section de produits frais. Il se tenait au milieu de son magasin rénové, secouant la tête. J'ai donné à ce garçon une barquette de poulet. Il m'a rendu tout mon commerce. L'église Saint-Martin eut un nouveau toit, de nouveaux bancs. Le premier dîner communautaire servit plus de 200 personnes. Mamie Monique alla chez le médecin pour la première fois depuis des années. Un bilan complet. Ses médicaments pour la tension enfin réguliers. Elle marchait un peu plus droit ces jours-ci. La maison des Dubois se transforma. Nouvelle peinture, nouveau toit, nouvelle fenêtre. Monique se tenait sur son porche réparé, pleurant des larmes de joie. Je n'aurais jamais pensé voir cette maison aussi belle. Mais l'onde de choc alla plus loin. Enzo, l'ami de Léo, postula pour un mentorat via l'initiative. Il fut accepté. Léo m'a dit de postuler. Il a dit que s'il pouvait être aidé, moi aussi. Les factures médicales de Madame Jeanne furent payées. Elle apportait des biscuits à Léo chaque semaine. Maintenant, il les acceptait enfin. La ferme de Monsieur André fut sauvée de la saisie. Il passait devant la maison des Dubois et klaxonnait 2 fois à chaque fois. J'ai juste ouvert ma porte cette nuit-là. Ce garçon a fait tout le reste. Les nouvelles nationales diffusèrent l'histoire. D'autres communautés contactèrent l'initiative. Mais pour Léo, le plus grand changement fut plus discret. Chaque vendredi après-midi, des bénévoles se rassemblaient au nouveau centre communautaire de Beaulieu, construit sur le terrain où se trouvait l'ancienne station-service Total. Ils distribuaient des repas gratuits aux voyageurs sur la route départementale 41. À leur tête, un garçon de 11 ans avec une croix en argent sous sa chemise. Certaines choses avaient changé au-delà de toute reconnaissance. Mais Léo Dubois était toujours exactement celui qu'il avait toujours été. 1 an plus tard, Léo se tenait sur la route départementale 41, le même tronçon de route où tout avait commencé. Mais tout était différent maintenant. L'ancienne station-service Total avait disparu. À sa place se dressait le centre communautaire de Beaulieu. Une plaque de bronze à l'entrée indiquait « Construit par la gentillesse ». Chaque vendredi, Léo et une équipe de bénévoles distribuaient des repas gratuits à tous ceux qui en avaient besoin. Cet après-midi-là, ils servirent 28 personnes, un chauffeur de camion qui n'avait pas mangé depuis le matin, une mère célibataire voyageant avec 3 enfants, un homme âgé qui rappelait Léo à Jean. Chacun reçut de la nourriture, de l'eau et des indications pour se rendre où il le devait. Chacun entendit les mêmes mots, pas de paiement nécessaire. La gentillesse n'est pas quelque chose que l'on vend. Alors que le soleil commençait à se coucher,
Léo aida à ranger les dernières provisions. Enzo lui donna un coup de coude. Yo, tu penses parfois à quel point c'est dingue. Il y a 1 an, tu marchais sur cette route le ventre vide. Léo sourit. J'essaie de ne pas trop y penser. Mec, tu as changé toute la ville. Léo secoua la tête. J'ai juste donné du poulet. Tous les autres ont fait le reste. Ce soir-là, Léo était assis sur le porche de sa grand-mère. La maison était magnifique maintenant. Peinture bleue fraîche, marche solide, un jardin enfin florissant. Mamie Monique se balançait dans son fauteuil à côté de lui. Les étoiles apparaissaient dans le ciel. Tu sais ce que ta maman dirait si elle pouvait te voir? Demanda Monique. Quoi, mamie? Elle dirait, c'est mon garçon. C'est mon Léo. Léo leva les yeux vers le ciel. Sa main se posa sur la croix en argent sous sa chemise. J'espère qu'elle peut voir, mamie. Monique sourit. Ses yeux brillaient. Oh, mon bébé, elle voit. Elle voit toujours. Ils restèrent assis dans un silence confortable. Le quartier était calme, paisible. Une voiture passa. Le conducteur klaxonna et fit un signe de la main. Léo répondit de la main. Il ne connaissait pas le conducteur. Probablement quelqu'un qui avait entendu l'histoire. Quelqu'un qui voulait dire merci. Cela arrivait souvent ces jours-ci. Léo sortit la croix en argent de sous sa chemise, la regarda un long moment, puis la remit en place. Certaines choses que l'on garde près de son cœur. Certaines choses que l'on n'a pas besoin de montrer au monde. On a juste besoin de savoir qu'elles sont là. La lumière du porche s'alluma. Mamie Monique fredonna un vieux cantique, et Léo Dubois, le jeune garçon noir qui avait donné son unique repas, s'assit dans la lueur dorée de tout ce que la gentillesse avait construit. C'est ici que l'histoire se termine. Mais pour Léo, ce n'était que le début. Cette histoire a commencé par une question. Que feriez-vous si vous n'aviez presque rien et qu'un étranger avait besoin d'aide? Léo Dubois a répondu à cette question sur une route départementale glaciale en Provence. Il a donné son unique repas. Il a couru dans l'obscurité pour des étrangers. Il a refusé d'être payé parce que sa mère lui avait appris que la gentillesse n'est pas à vendre. Le lendemain, un étranger a frappé à sa porte et sa vie a changé pour toujours. Mais voici la vérité. Quelque part, en ce moment même, quelqu'un a besoin d'aide. Vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour faire une différence. Vous devez juste choisir la gentillesse. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire. Quel acte de gentillesse a changé votre vie? Parce que la gentillesse n'est jamais vaine. Elle revient toujours. Parfois, les révolutions les plus puissantes ne s'accompagnent pas de bruit. Juste une personne qui tient bon. Chez BitStories, nous mettons en lumière ces moments qui font basculer l'équilibre. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous car chaque semaine, nous vous présentons des histoires vraies qui ébranlent le système.